Je prends là vraiment au pied levé après une table ronde auquel malheureusement je n'ai pas pu participer, mais je souhaitais intervenir dans ce colloque parce qu'il y a un enjeu bien sûr, c'est de réussir la COP21. En tant que porte-parole du gouvernement, à chaque point après le Conseil des ministres, j'ai à tenir un agenda actualisé des discussions qui sont faites à l'échelle du gouvernement par Laurent Fabius au niveau mondial et puis par Ségolène Royal à l'échelle européenne. On essaye, et Laurent Fabius à chaque Conseil des ministres, a le souci de préciser à la fois les points qui avancent et puis aussi les difficultés, à la fois sur l'objectif de réduction de température, sur les engagements des États et sur l'agenda des solutions, sur la mobilisation et sur le rôle et la place de chacun des États aujourd'hui dans cette préparation de la COP21. On sait que les enjeux sont lourds. Ils sont différents selon les pays, différents selon les situations de développement, et qu'il va falloir combiner l'ensemble des intérêts pour arriver à faire accepter à tous les participants et à l'échelle de la planète l'idée toute simple qu'on a une responsabilité collective de réussir cette COP21. L'échec de Copenhague est suffisamment encore douloureux pour qu'on se donne tous les moyens de réussir. C'est ça notre mobilisation à l'échelle du gouvernement, dans tous les domaines, mobilisation qui a commencé et qui va se poursuivre. Dans ce cadre-là, en tant que ministre de l'Agriculture, depuis le départ, j'ai souhaité que l'agriculture ne soit pas uniquement montrée du doigt par rapport à la question du réchauffement climatique, mais qu'elle puisse être aussi intégrée dans les négociations comme une partie de la solution, comme d'autres. Et dans ce débat, à la fois sur les questions d'atténuation et les questions d'adaptation, j'avais parfaitement mesuré que la question agricole pouvait se résumer, et ça a souvent été le cas jusqu'ici, j'espère que ça va changer, à la question liée en particulier à la production animale, liée donc à la consommation animale à l'échelle mondiale et aux effets sur le réchauffement climatique, en tout cas sur les émissions de gaz, alors que l'agriculture doit être prise dans sa globalité, c'est-à-dire dans tout ce qu'elle peut offrir comme potentialité, comme solution, à la fois de réduction des émissions qu'elle a elle-même à faire, et aussi comme un élément de solution de la réduction des gaz à effet de serre. Sur le développement des enjeux de réduction, on a toute une palette de choix techniques à faire avec le développement des énergies renouvelables, tout ce qui peut être mis en œuvre partout dans le monde pour utiliser une partie des gaz qui sont aujourd'hui des gaz à très fort impact sur l'effet de serre pour développer de l'énergie. C'est l'ensemble des énergies renouvelables autour de la biomasse, je vais prendre ça de manière globale. C'est aussi raisonner l'agriculture dans sa dimension sociale et productive, dans le sens où, on le sait, pour réussir la COP21, il faut qu'on puisse intéresser tout le monde à la réduction du réchauffement climatique, mais intéresser tout le monde aussi en même temps à l'idée que derrière, il n'y a pas de contrainte de réduction de la capacité de développement. Et dans le domaine agricole en particulier, pour les pays les moins avancés, ça reste un enjeu très important politiquement et économiquement et socialement. L'agriculture, c'est, pour certains pays, près de 80%, 60-70% de la population active. C'est ceux qui souffrent le plus de la faim, d'ailleurs. Sur les 800 millions de personnes qui en souffrent encore, une large majorité, ce sont des agriculteurs. Donc on est là sur un enjeu politique de première importance. Donc ce qu'on va faire, et on en a acté le principe avec Laurent Fabius et Ségolène Royal, c'est de lancer un projet qui vise à faire en sorte aussi que l'agriculture, au-delà de ce que j'ai évoqué, la biomasse, le développement des énergies renouvelables, la meilleure organisation de l'agriculture, puisse concilier la lutte contre le réchauffement climatique avec la sécurité alimentaire.
avec un slogan qui est « Votre carbone nous intéresse » et avec un projet, ce qu'on appelle le 4 pour 1000. C'est ça l'enjeu pour nous. Votre carbone nous intéresse. Oui, votre carbone nous intéresse parce que, en fait, la photosynthèse, c'est un des éléments cruciaux de l'enjeu du développement de la biomasse, d'ailleurs, mais aussi de l'enjeu du développement de la production agricole à l'échelle mondiale. Ça nous intéresse parce que plus on utilisera la photosynthèse, moins on utilisera d'autres énergies. Et ça nous intéresse parce qu'en utilisant au maximum la photosynthèse sur les sols, on a une potentialité de production qui offre des possibilités à beaucoup de pays aujourd'hui de reconstituer une partie de leur sol, d'ailleurs, qui s'est dégradée, qui se sont dégradés, et de faire en sorte aussi que la couverture des sols par des végétaux, se développant, va permettre aussi de produire plus de biens, à la fois alimentaires pour l'alimentation humaine, mais aussi de protéines végétales pour l'alimentation animale. Donc l'enjeu de ce projet, votre carbone nous intéresse, et du 4 pour 1000, c'est de faire le lien entre les changements de modèle agricoles qui sont aujourd'hui en cours et qui vont être l'enjeu des 20 ans qui viennent. On va passer d'un modèle conventionnel, gros consommateur d'énergie fossile et de beaucoup d'énergie phyto et de chimie, à des modèles de production agricole qui vont utiliser beaucoup plus les écosystèmes et les mécanismes naturels que ce qui a été fait jusqu'ici. C'est ça la révolution doublement verte. On est sur cet axe de l'agroécologie avec cette volonté de repenser nos modèles de production, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on n'arrivera pas à régler les problèmes de développement de la biomasse, on n'arrivera pas à développer la production liée à la photosynthèse, et on n'arrivera pas non plus à régler le problème lié, débat qui a agité beaucoup, et à juste titre en partie. Si je produis des protéines pour la biomasse, ça veut dire que je ne produis plus pour l'alimentation humaine, et donc tout ce que vous développez dans les nouveaux carburants, je ne vais pas les nommer, c'est au détriment de la production alimentaire. Donc, dans notre stratégie agroécologique, il y a cette perspective liée à la photosynthèse qu'on doit repenser. Deuxième élément de principe, utiliser les mécanismes naturels, je l'ai dit. Alors j'ai, lors de la conférence environnementale, fait rire un peu tous ceux qui étaient présents avec le fait de dire que de labourer, c'est historique. Hein, en agriculture, pâturage et labourage, c'était les deux mamelles, comme le disait un collègue qu'on a bien connu, hein, M. Sully, les deux mamelles de la France. Sauf que le labourage était lié au désherbage et qu'aujourd'hui, on a bien évolué sur cette question. Et qu'on peut faire beaucoup de choses sans labour. Et en particulier utiliser des petites bêtes qu'il y a dans les sols qui sont très utiles, qu'on a un peu oubliées, et qui sont pourtant des travailleurs inlassables. Ce sont, pour tous ceux qui les connaissent, bien sûr, et qui les saluent tous les matins, les vers de terre. 3 tonnes de vers de terre à l'hectare, ça remue à peu près 700 tonnes de terre. 700 tonnes. Et ça remplace assez facilement, à condition qu'on soit capable de le mettre en œuvre, le labour profond, et ça économise donc de l'énergie. Donc l'agroécologie vise à utiliser ces mécanismes naturels. Alors l'exemple le plus connu aussi, vous savez, c'est la coccinelle et le puceron. Ce qu'on cherche à développer, c'est tout ce qui peut nous aider avec des parasites, avec tous les phénomènes liés, par exemple, aux problèmes, aux sujets olfactifs pour brouiller les pistes, éviter le développement des maladies, utiliser, je l'ai dit, tout ce qui, dans la nature, nous aidera et nous évitera de consommer et des phytos et d'énergie fossile. Je pense en particulier aux légumineuses qui couvrent des sols et qui fixent de l'azote, qui peut être ensuite utile à la fertilisation des sols. Donc une fois que j'ai posé le principe de l'agroécologie, j'en viens au principe du 4 pour 1000. Votre carbone nous intéresse. Selon une étude qui avait été faite et un principe qui est encore à affiner et qui sera affiné à l'UNESCO au début juillet, si on arrivait à capter sur les 1000 grammes de carbone que fixe la photosynthèse, 4 grammes qu'on stocke dans les sols, on pourrait consommer, à l'échelle de la planète sur tous les sols agricoles, l'équivalent du carbone qu'il y a dans l'atmosphère aujourd'hui, ce qui est quand même énorme.
Donc ce principe, ça consiste à dire que votre carbone nous intéresse parce que nous, on a intérêt, si on est capable de couvrir les sols, et si on est capable d'en capter une partie pour le mettre dans les sols, ça vous intéressera parce que ça réduira les taux de gaz dans l'atmosphère. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça sera utile aussi à l'agriculture. Parce que le carbone dans le sol, c'est de la matière organique. Et la matière organique dans le sol, c'est une capacité à avoir des sols plus productifs. Des sols qui résistent mieux à l'érosion éolienne. Des sols qui résistent mieux à l'érosion hydraulique. Et dans tous les pays qui souffrent aujourd'hui de la dégradation de la qualité de leur sol, le fait d'engager un processus de stockage de carbone pour les sols et de développer les taux de matière organique dans les sols, c'est un double intérêt. C'est 2 fois gagnant. C'est gagnant dans le sens où je réduis parce que je stocke du carbone, mais stockant du carbone dans les sols, j'améliore la productivité des sols. Et ça, dans le débat sur la COP21, pour intéresser un certain nombre de pays qui, sur le domaine agricole, ont besoin aussi de regagner la qualité des sols et ont besoin d'avoir des stratégies de développement de leur production agricole, je pense qu'on lit là et on réconcilie, c'est ce que j'ai dit au départ, l'enjeu de la sécurité alimentaire avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on va engager ce processus du 4 pour 1000 et du carbone, et de votre carbone nous intéresse, avec un premier colloque qui aura lieu à l'UNESCO le 7 juillet, où on va fixer l'agenda de la recherche et la méthodologie de la recherche scientifique au niveau agronomique à l'échelle mondiale. L'INRA, le CIRAD sont à l'initiative et vont là caler le dispositif scientifique. Deuxièmement, dès le mois de juillet, on aura une discussion plus large au Quai d'Orsay avec l'ensemble des négociateurs de la COP21 sur ce sujet, et en particulier avec les pays africains, parce qu'il faut qu'on soit capable de montrer qu'il y a là un intérêt, je l'ai dit, gagnant-gagnant. Dans la foulée, on montrera aussi techniquement aujourd'hui ce que la couverture des sols, le fait qu'on utilise au maximum la photosynthèse, permet en termes de stockage de carbone dans les sols, d'ores et déjà, en France, avec des exemples, parce qu'il s'agit de parler d'un projet scientifique, mais en même temps, on veut rentrer dans l'agenda des solutions. Or, l'agroécologie a été intégrée dans les stratégies de la FAO, l'agroécologie est intégrée aussi dans le débat sur l'agriculture climato intelligente, ou je ne sais plus quoi, climato. Allez-y. Smart agriculture, voilà. Et on est très vigilant sur le smart agriculture. Il ne faut pas se laisser emmener là où on ne veut pas aller. Moi, j'ai clairement expliqué ce que c'était que l'enjeu qui était le nôtre. Et là-dessus, on a des initiatives. On souhaite être en phase de mouvement. Parce que je pense que l'objectif, je prends un grand pays comme l'Inde, si jamais on n'amène pas dans le débat des propositions avec des solutions derrière, en particulier de ce type, en disant, mais dans le stockage du carbone dans les sols, on va y retrouver aussi des éléments de la productivité des sols, c'est très important de pouvoir positiver cet début de négociation, en particulier sur la question de l'agriculture. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc je vous disais, 7-8 juillet, première conférence UNESCO sur les méthodes et le programme de recherche. 8 négociations, discussions avec l'ensemble des négociateurs. On fera dès le lendemain, le 8 juillet, des présentations spécifiques et techniques sur ce qui se passe déjà en France avec ces systèmes et combien on est capable de stocker de ce carbone d'ores et déjà avec des systèmes de couverture et de conservation des sols. Parce que ça, on donnera des éléments. Ensuite, on aura un autre rendez-vous très important au mois de septembre à l'OCDE avec tous les ministres de l'OCDE qui viendront sur cette base-là travailler pour être convaincus d'abord et surtout être des relais de ce projet. Et puis, on aura à Ankara, c'est ça, au niveau du mois d'octobre, à finaliser l'ensemble du dispositif pour s'engager pleinement dans le cadre de la négociation de la COP21 avec non seulement des objectifs de recherche et un agenda dans les solutions, des solutions et un agenda pour les solutions. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui mobilise le ministre de l'Agriculture là, en tant que tel, et qui, pour moi, est un enjeu très important de cette croisée des chemins à laquelle on se trouve aujourd'hui pour l'agriculture européenne, française, mais je pense beaucoup plus globalement à l'échelle mondiale. Et deuxièmement, c'est un chemin et une voie que si
on l'emprunte, on a derrière, en plus, des possibilités, des solutions à apporter à cette grande question de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est pourquoi je voulais venir ici, parce que je sais qu'au niveau des ONG, il y a des débats sur cette question du stockage de carbone qui peut quelquefois susciter des réticences. J'essaye de vous expliquer quelle est la philosophie qu'on va suivre, quels sont les enjeux, et vous donner des rendez-vous avec les calendriers que je vous ai donnés, parce que je pense qu'on a là un sujet important dans le débat sur la COP21, et une capacité, me semble-t-il, à motiver et à mobiliser un certain nombre de pays qui, a priori, ne sont pas forcément intéressés à la signature d'un accord sur la COP21. Donc il faut qu'on puisse leur dire, mais non, avec l'agriculture et l'enjeu agricole, il y a au contraire non seulement des capacités productives, mais en même temps la capacité de répondre ou de relever le défi du réchauffement climatique. Donc n'y voyez pas là encore espèce de projet des pays développés. Non, au contraire, c'est un projet pour tout le monde, parce que pour nous aussi, c'est un projet. La question de l'agroécologie, c'est un projet. On l'a voté dans la loi d'avenir agricole il y a 1 an. Ça fait partie des projets que nous portons, donc on est bien en phase les uns avec les autres. Et techniquement, que ça soit sur les questions de couverture de sol, que ça soit sur les questions liées à ce qu'on appelle l'agroforesterie, il y a des potentialités qui sont déjà en train d'être mises en œuvre dans des pays africains. Je pense au Burkina Faso, où il y a eu déjà des expériences qui ont été conduites et sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer des stratégies à l'échelle plus large et plus vaste d'un continent comme l'Afrique, mais de l'ensemble de la planète. Je le disais, je le rappelle, si on fixait simplement 4 grammes sur les 1000 grammes qui sont le flux de gaz qui sont fixés par la photosynthèse et qu'on les mettait dans les sols, on arriverait à capter pratiquement l'équivalent du carbone qui existe aujourd'hui dans l'atmosphère. Donc c'est énorme. Alors on n'est pas là, hein. On n'est pas sur ce sujet-là en se disant demain on signe et puis on a réglé le problème. Au contraire, on est là pour enclencher un mouvement. Parce qu'on aura quand même besoin de carbone dans l'atmosphère quand même à la fin, parce que sinon il n'y a plus de photosynthèse, donc il faut qu'on fasse très attention. Mais il faut être ambitieux pour réussir, et c'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes ambitieux, nous sommes ambitieux, et on va réussir ensemble.